Bonjour à tous, je suis Delphine Huguet, je suis responsable des communications du Théâtre des Bouches Décousues et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour l'événement Sortir égale grandir. Pour commencer, j'aimerais vous demander de tous couper votre micro pour plus de confort. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le Théâtre Bouches Décousues, j'aimerais vous présenter un peu donc, cette compagnie de théâtre jeune public qui porte le projet Sortir égale grandir. Donc, c'est une compagnie qui est née en 1986 sous l'impulsion de Jasmine Dubé, qui est auteure et comédienne, et de Marc Pache. C'est une compagnie qui a à son actif 27 pièces de théâtre qui ont toutes, plus ou moins, été éditées et traduites. Au cours de 35 ans de création, c'est plus d'1 million de spectateurs qui ont été touchés. La compagnie aime à prôner que le théâtre jeune public est un théâtre à part entière et que les enfants sont des spectateurs à part entière. Et dans ce sens, elle aime inclure les enfants dans le processus de création des pièces. Donc aujourd'hui, nous vous présentons le projet Sortir égale grandir, qui est un processus d'innovation autour de l'accompagnement à la sortie artistique au primaire. C'est un processus de création qui a duré 2 ans, qui était un processus nouveau pour nous, autour du design thinking. Et donc pour ça, nous nous sommes entourés de différentes personnes, dont Anne-Laure Mathieu, qui est stratège en innovation, qui a travaillé pendant plus de 20 ans dans le milieu culturel montréalais et qui nous a permis d'apporter un peu plus de sens et d'humain dans ce processus d'innovation. Ensuite, en interne, pour le théâtre, c'est avec Peggy Allen que nous avons travaillé. Avant de vous présenter Peggy, j'aimerais d'abord remercier les différents partenaires et acteurs qui nous ont accompagnés au cours du processus, des partenaires culturels, des partenaires du milieu de l'éducation. Donc, il y a nos amis de Samsara Théâtre, l'Arrière-Scène, Bouche de là, la salle Pauline Julien, Récit des Arts et une école montréalaise pour tous. Le projet n'aurait jamais pu naître sans le soutien du Conseil des Arts du Canada et de Culture pour tous. Donc, nous sommes vraiment reconnaissants pour le soutien de tous ces acteurs. Donc maintenant, je voulais vous présenter Peggy Allen, qui est la directrice générale adjointe du Théâtre Bouches Décousues, qui a été comédienne pendant très longtemps et qui a fait le saut en administration pour prendre la direction générale avec Marc Pache au sein du théâtre. Peggy est très impliquée dans le milieu du spectacle vivant et elle collabore à différents groupes de recherche pour le développement des arts vivants auprès du jeune public. Donc, je vous laisse maintenant avec Peggy. Si vous avez des questions par rapport au processus d'innovation ou par rapport au projet, vous pouvez les noter dans le chat et nous vous y répondrons après la conférence. Merci beaucoup. Merci Delphine. Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Moi, je vais plonger directement donc dans Sortir égale grandir en vous expliquant le point de départ du projet. Donc, première chose qu'il faut savoir, c'est que pour nous, le Théâtre Bouches Décousues, mais aussi pour la plupart des compagnies qui créent des spectacles pour les enfants, c'est environ 60% de nos spectacles qui sont joués devant un public scolaire. Là, quand on dit public scolaire, ça veut dire que les enfants sortent de l'école pour aller voir un spectacle. Parfois, quand les enfants sont chanceux, avant ou après le spectacle, ils peuvent recevoir en classe des artistes, des médiateurs culturels pour les préparer ou pour enrichir l'expérience de sortie. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et parce que ce n'est pas toujours le cas, les compagnies créent ce qu'on appelle des cahiers d'accompagnement ou des guides pédagogiques qui aident les profs à préparer les élèves à la sortie. Et donc, jusqu'à maintenant, ces cahiers d'accompagnement sont en format PDF, donc 10, 15, 20 pages, et proposent des contenus, des activités en lien avec le spectacle que les enfants vont voir. Et 2 choses donc qu'on se demandait par rapport à ça. Première chose, on ne savait pas si les cahiers étaient utilisés.
et si oui, ils étaient utilisés, dans quelle mesure et est-ce que ça répond vraiment aux besoins des profs et des enfants? Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'avec la présence du numérique de plus en plus dans les écoles, bien, on se disait faudrait peut-être adapter nos outils aux avancées technologiques. Et c'est là donc qu'on a élaboré un projet avec au centre la question ici, donc comment réinventer les outils d'accompagnement à la sortie artistique à l'ère du numérique. Et donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter la plateforme Sortir égale grandir. Mais avant d'en arriver à la solution, on veut d'abord vous présenter le résultat de notre étude terrain qui vraiment, à travers ces enjeux-là qu'on a découverts, sont vraiment les fondements sur lesquels on s'est appuyé pour développer notre solution. Et donc, comme l'a dit Delphine, on s'est tourné vers le design thinking et nous, notre spécialité, c'est les arts. Donc, on a fait appel à une experte du design thinking, de l'innovation. C'est une personne qui s'est profondément investie dans le projet et que je vous présente avec plaisir, Anne-Laure Mathieu. Donc, cette question-là qui nous animait pendant 2 ans, donc comment réinventer les outils d'accompagnement à la sortie artistique à l'ère du numérique. En fait, je veux juste bien clarifier cette question-là. C'est quoi la sortie artistique qu'on a étudiée? Donc, la sortie artistique qu'on a regardée, c'est la sortie artistique pour les arts vivants. Donc, pour des spectacles, pour la danse, le cirque, la musique, etc. Mais nous n'avons pas regardé les autres sorties artistiques. Il y en a d'autres sorties artistiques chez les enfants. On a regardé les enfants du primaire. Donc, et on s'est attardé à certains âges, en fait, du 2e et 3e cycle. Donc, c'est généralement entre 8 et 12 ans. Ce qu'on a regardé aussi, comme vous l'a dit Peggy, on a regardé un contexte spécifique. C'est quand l'enseignant est seul pour accompagner la sortie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'artiste ou de médiateur avant pour préparer les élèves. Donc, quand le prof est laissé à lui-même, et quels outils on peut lui donner pour devenir un bon accompagnateur? Enfin, notre étude a porté, donc le design thinking s'intéresse à qui reçoit, donc ce qu'on appelle les utilisateurs. Et dans le cadre de ce projet, il y a 3 grands utilisateurs. Ce sont les enfants, bien entendu, on fait des spectacles pour eux, les enseignantes et enseignants, donc qui sont des accompagnateurs de ces élèves-là, mais on a aussi inclus les parents. Donc ça, c'est quelque chose d'assez nouveau qu'on allait regarder parce qu'on sait par plusieurs études que si les parents sont impliqués dans l'expérience des enfants à l'école, ça vient vraiment renforcer les compétences qui seront acquises à l'école et renforcer toutes les expériences qu'il aura. Donc on a essayé de voir aussi c'est quoi la perspective du parent. Bien entendu, tout au long du processus, nous l'avons fait avec des artistes et nous avons pris en considération leurs besoins. Donc une étude en design thinking, en fait, commence toujours par aller sur le terrain. Donc aller sur le terrain, c'est aller écouter, observer, comprendre les besoins des utilisateurs. Donc nous avons fait ça sur une période de 7 mois. Et comment ça se fait? On fait d'abord des entrevues, donc des entrevues d'enseignantes et enseignants à travers le Québec. Nous avons rencontré des enseignants d'écoles plus traditionnelles, des écoles où ça peut être des classes d'accueil, donc c'est des enfants qui viennent d'arriver au Québec. C'était aussi des écoles alternatives, donc avec un autre mode de fonctionnement. Nous sommes allés aussi faire des sorties avec leur classe, donc sur l'expérience complète, c'est-à-dire on a assisté à la préparation en classe, on a pris l'autobus avec eux, on est allé à pied voir les spectacles avec eux, on a assisté au spectacle, on est revenu en classe, voir qu'est-ce qui se passait en classe. On a fait des ateliers avec des enfants pour comprendre leurs perspectives, pour les observer aussi en direct et aussi prendre parfois aussi le prof de l'enseignant pour voir qu'est-ce qui se passe quand on doit leader une classe. Eux-mêmes nous ont développé des solutions, je vous les présenterai un peu plus loin. On est allé rencontrer des experts en médiation, des experts, des diffuseurs qui reçoivent régulièrement ces élèves de différentes classes dans leur salle de spectacle. Et nous sommes allés jusqu'à voir les dernières avancées en neurosciences et l'enfant, donc la compréhension du cerveau de l'enfant.
Donc aujourd'hui, on vous présente vraiment un condensé de cette recherche. C'est certains éléments qu'on va vous montrer, sur lesquels on s'est appuyé pour développer notre outil. Alors, la première question qu'on pourrait se poser, pourquoi des outils d'accompagnement? L'enfant va voir un spectacle, découvre une œuvre, et c'est un grand moment de transformation. En tout cas, parfois, ça opère, la magie opère, et il y a une rencontre très forte qui va se faire entre l'enfant et une œuvre et les personnes sur scène. C'est tout à fait vrai. Mais l'enjeu, c'est que l'expérience de sortie artistique ne se limite pas au moment où on est dans la salle de spectacle. En fait, la sortie artistique commence déjà en classe, quand l'enseignant va lui présenter le spectacle, mais aussi va se prolonger quand on revient du spectacle et qu'on discute en classe. Puis du côté de l'élève, ça va être aussi même qu'est-ce qu'il va dire à ses parents. Donc nous, on a regardé l'ensemble de cette expérience. Et puis pour l'enseignant, cette expérience, elle va même avant. Il doit préparer logistiquement sa sortie, etc. Donc on a regardé toute cette expérience de sortie. Donc un des points saillants qu'on a vus, c'est Benoît, qui est ici, là, qui accompagne ses élèves. C'est un enseignant de Saint-Fabien, en fait, dans le Bas-Saint-Laurent. Et Benoît nous a donné une clé très importante dans ce projet-là, c'est que Benoît ne regardait pas vraiment les outils d'accompagnement. Mais il nous a dit, moi je sais ce que je veux faire avec ma sortie, je veux développer le savoir-être de mes élèves. Il avait une intention très très claire par rapport à sa sortie. Et qu'est-ce que ça faisait, cette intention qui était très claire? C'est que tout de suite, ça influençait son accompagnement. Il savait exactement ce qu'il faisait avec ses élèves, ça facilitait son accompagnement. Donc ça, c'est un point très très important qui nous est apparu, que l'intention de l'enseignant, si elle était claire, influençait un accompagnement qui allait être adapté pour ses élèves. Mais l'autre clé nous a été amenée par Louis. Louis nous a dit, idéalement, il faudrait que je voie le spectacle avant pour savoir quoi faire avec ma classe. Donc c'est extrêmement difficile pour un enseignant de se donner une intention s'il ne sait pas ce qu'il attend. Et dans les arts vivants, en fait, on ne peut pas voir les spectacles avant. Généralement, c'est compliqué, c'est une question de temps, mais aussi, parfois, la représentation aura lieu qu'une seule fois. Donc l'enseignant est laissé un peu à lui-même, avoir une difficulté de déterminer son intention pour accompagner ses élèves. Je vais laisser la place à Peggy pour la suite donc, des constats qu'on a vus sur le terrain. Merci. Donc, je prends le relais pour vous présenter derrière moi. C'est un moment fort du projet. En fait, ce que vous voyez, ce sont les 185 jours du calendrier scolaire. Et on le sait, un enfant fait en moyenne 2 sorties par année lorsqu'ils sont chanceux. Et un enfant qui fait 2 sorties par année, c'est ça que ça représente. Ce sont les 2 petits rectangles verts. Et c'est quelque chose qu'on savait, mais quand on l'a représenté, quand on l'a vu schématisé, on a fait « wow, c'est vraiment pas beaucoup ». Et dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que c'est extrêmement complexe. C'est que le peu de récurrence des sorties artistiques, ça rend extrêmement complexe le développement de compétences d'accompagnement pour les profs. Ça, c'est une chose. Et l'autre chose, étant donné que chaque compagnie crée ses propres outils qui sont différents pour chaque spectacle, bien, ça oblige le prof à chaque fois à prendre connaissance d'outils différents, à s'adapter à des outils différents. Il est donc toujours en situation d'adaptation. Un autre enjeu qu'on a vu, en fait, les profs sont débordés, là, c'est confirmé avec notre étude, on l'a confirmé. Et c'est sûr, dans ce qu'on a vu, nous, les profs, ils ont à cœur de faire toujours de leur mieux, mais ils sont aux prises avec des contraintes, plusieurs contraintes, et ça les oblige à faire des choix. Et donc, quand on envoie un cahier d'accompagnement de 20 pages, ça amène des situations comme ici, ce qu'a vécu Lily Rose, c'est je l'ai imprimé au cas où j'aurais eu le temps de le lire. Et dans les faits, ce qu'on a vu, nous, c'est que les profs faisaient très peu les activités qu'on proposait dans les cahiers. Donc souvent, soit ils ne les faisaient pas ou ils les réadaptent. Et donc,
ce qu'on a vu, c'est que, dans le fond, les outils ne sont pas très adaptés au contexte de classe régulière, que les activités, en fait, qui demandent de la préparation ne sont pas très adaptées. Ça m'amène à vous parler aussi du contenu des cahiers. Ici, c'est Estelle qui nous dit il y a une différence entre lire et faire. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, les activités qui demandent de la préparation ne sont pas très adaptées. Je vais donc laisser la parole à Anne-Laure qui va poursuivre avec les autres constats. Un autre point important qu'on a découvert en fait dans notre recherche, c'est grâce aux travaux de Anne Nadeau, qui est chercheuse et qui s'intéresse particulièrement au rôle des enseignants, donc dans cette position où ils amènent les enfants en sortie scolaire. En fait, ces enseignants ont un rôle de passeurs culturels. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que ce ne sont pas des médiateurs culturels professionnels et ce ne sont pas des professeurs spécialisés, des professeurs d'art, donc des professeurs de théâtre, des professeurs de danse. Leur spécialité à eux, c'est de passer des savoirs, donc toutes sortes de savoirs. Et ce que ça fait, c'est que nous, quand on a regardé les outils d'accompagnement, on s'est rendu compte qu'énormément du vocabulaire qui était utilisé était un vocabulaire spécialisé. Et ce que ça fait, c'est, on lit ça vite, ça a l'air compliqué. Donc l'enseignant ne se sent pas concerné par la matière qui lui est proposée, il s'en sent éloigné, ça n'est pas sa spécialité, les arts, et il ne sait pas trop comment l'utiliser. Pour certains profs, ils vont être très à l'aise parce qu'ils ont beaucoup de contact eux-mêmes avec les arts, mais pour d'autres, ça peut être un endroit, enfin, une difficulté en fait pour aller plus loin. Ça nous a été confirmé aussi par une étude qui a été menée par le comité de médiation aux arts jeunes publics. Donc c'est un sondage qui a eu lieu auprès de plusieurs enseignants. Et ce sondage-là est venu montrer, entre autres, que 39% des enseignants étaient intéressés à avoir des informations sur la création, mais il y en a 92% qui étaient intéressés à avoir des informations sur les personnages, le thème, l'histoire. Donc on voit bien là une différence entre un contenu quand même spécialisé aux arts versus un contenu beaucoup plus large, beaucoup plus lié au savoir de manière générale. Alors, il y a un autre élément important qu'on a regardé en fait. Vous allez voir, je vais faire le lien avec ce que je vous ai dit précédemment. C'est que dès le départ, on s'est dit, est-ce que la sortie est un stress pour l'enseignant? Il va sortir de l'école, d'accord? Donc, est-ce que c'est un stress? Donc oui, il y a un stress pour certains. Un stress, on ne veut pas perdre un enfant en route, etc. Donc c'est un stress plus lié à la logistique. Mais il y a un stress qui est plus discret, en fait, c'est qu'on met l'enseignant dans une situation de vulnérabilité. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas le contenu qu'il va voir, parce que les outils qu'on lui a envoyés, en fait, ne l'ont pas plus aiguillé. Et pour certains enseignants qui ne se sentent pas compétents par rapport aux arts, en fait, c'est comme venu augmenter ce sentiment-là. Quand on envoie un outil qui est long, avec un vocabulaire spécialisé, etc., avec des activités qui ne correspondent pas à leur réalité, ça peut augmenter ce sentiment d'incompétence. Et le risque qu'on prend, en fait, c'est que l'enseignant pourrait transmettre ce sentiment d'incompétence à ses élèves. Donc, ce qu'on voulait créer avec des outils d'accompagnement, pour certains enseignants, peut vraiment créer l'inverse. Donc ça, c'est un point vraiment important à considérer. Comme je vous ai dit, dans notre étude, on est allé à la rencontre des enseignants, mais aussi des élèves. Et donc, on a très vite vu, en fait, dans nos observations, quelque chose qui est propre à l'enfance, c'est la curiosité. Tous les enfants sont curieux, c'est propre à l'enfance, comme je vous disais. Et on se dit, on n'a pas besoin de développer plus leur curiosité. Eh bien oui, parce que, en fait, quand on les rencontre avant, les parents nous ont dit, et les enseignants, en fait, quand on leur parle de quelque chose avant, ça crée des anticipations positives. Donc ça va faire qu'ils vont encore plus s'ouvrir à l'expérience qui va leur arriver. Ça, on l'a vraiment vu aussi avec l'expérience des médiateurs culturels qui vont en classe ou les artistes qui vont dans les salles avant. Eux-mêmes le ressentent directement. En salle, ils le voient que les enfants sont beaucoup plus attentifs, beaucoup plus présents à leur expérience. Une autre clé que nous ont donnée ces élèves, en fait, c'est la dimension des consignes.
Les consignes, donc c'est il ne faudra pas que vous parliez pendant la représentation, ne bougez pas trop, ne dérangez pas votre voisin, etc. Donc l'enseignant rappelle ces consignes. Généralement, dans la salle de spectacle, on lui les rappelle aussi. Mais du côté de la perspective de l'enfant, il se dit « mais moi, je connais déjà ces consignes. On me le rappelle tout le temps, tout au long de mon processus scolaire, même à l'école. » Mais il faut se mettre aussi de la perspective de l'enseignant. L'enseignant, il fait sortir ses élèves, il les fait confronter à la société, donc il a envie que ses élèves se comportent bien avec les autres. Mais il y avait comme un décalage, en fait, une présence importante dans l'expérience de ces consignes-là, puis les élèves disent « on connaît déjà ça ». L'autre point, c'est Saya qui nous l'a amené, Saya qui dit « on nous a dit de ne pas parler pendant la représentation ». Et les personnes sur scène nous ont posé une question, je ne savais pas si j'avais le droit de répondre. Donc un des enjeux qu'on a vu, c'est qu'il y a de plus en plus de spectacles qui sont participatifs et que ça met les élèves dans une position un peu délicate, ils ne savent pas s'ils peuvent répondre ou non. Et du côté des enseignants, ça les met aussi dans une situation délicate où ils ne savent pas trop encadrer ça. Donc je pense qu'on ne pourra pas enlever cette portion de consigne qui est présente, mais on va voir, nous on a essayé de voir avec l'outil comment la rééquilibrer. Dans nos observations, il y a 2 points très importants qu'on a vus par rapport aux enfants et qui ont été comme confirmés quand on a regardé les différentes études sur le cerveau de l'enfant et notamment le travail de Catherine Guéguen, qui est une pédiatre qui s'intéresse au cerveau de l'enfant. Et en fait, il y a 2 éléments fondamentaux qui viennent changer le cerveau de l'enfant quand il grandit. Ce sont les rencontres. Chaque fois qu'un enfant fait une rencontre, ça vient profondément modifier son cerveau. C'est un point très important. Et l'autre point qui vient modifier le cerveau des enfants, ce sont ses émotions. Chaque fois qu'il vit des émotions, c'est une manière de mieux se connaître et d'avoir conscience de lui-même. Et s'il y a 2 éléments très forts par rapport aux arts vivants, c'est bien cela. C'est la rencontre et c'est les émotions. Chaque fois que des élèves vont voir un spectacle, ils vont rencontrer des vraies personnes et ils vont généralement vivre toutes sortes d'émotions. Donc vous allez voir qu'on s'est beaucoup appuyé sur ces 2 éléments-là pour développer notre outil. Comme je vous le disais au début de la présentation, nous avons regardé aussi la perspective des parents. Il s'avère que c'était souvent des mamans qui nous ont répondu. Et on voulait voir comment les parents vivaient la sortie de leur enfant. Alors parfois, ils accompagnent les enseignants dans la sortie, mais il s'avère que ce n'est pas si souvent le cas. Leur rapport à la sortie se limite généralement à ça. En fait, la signature d'une autorisation de sortie. C'est assez sommaire ce qui leur est présenté, le titre du spectacle, le lieu, et par chance, peut-être, ils auront les compétences visées. Ici, c'était apprécier les œuvres littéraires et musicales, ce qui est assez large pour les parents. Donc les parents nous ont dit, à quoi veulent-ils sensibiliser les enfants? Pourquoi les enfants font des sorties? Ils sont tout à fait d'accord avec le fait qu'il y ait une sortie, mais finalement, ils ne savent pas qu'est-ce que ça donne au niveau pédagogique par rapport aux enfants. L'autre chose qu'on a compris des parents, en fait, c'est que les parents, si on veut qu'eux-mêmes soutiennent leur enfant dans cette expérience, ils ont besoin d'être soutenus. On ne peut pas s'attendre à ce qu'un parent sache quoi faire à quel moment. Et ça a été démontré par plusieurs études que les parents ont besoin d'un soutien. Et là, c'est une maman qui disait « je ne m'engagerai seulement si on me donnait du matériel ». Peut-être qu'elle-même, elle a peu de contact avec les arts et qu'elle ne sait pas comment accompagner son enfant dans cette expérience. Alors, un autre point assez drôle qu'on a découvert dans notre recherche terrain, c'est les enfants qui nous ont amené ça, puis ça a été comme confirmé par les parents. Alors là, c'est dans nos ateliers, en fait, les enfants ont développé une machine à réponse automatique aux questions des parents parce que les enfants n'ont pas envie de répondre aux questions des parents. Et pourquoi? Je ne pourrais pas vous donner exactement la raison, mais ils ne veulent pas répéter leur journée, ils ne veulent pas répéter ce qui s'est passé dans leur journée. Alors, ils ont inventé toutes sortes de choses pour pouvoir éviter ça. La machine automatique, la machine à torture pour répondre aux questions, le drone qui va les suivre dans la journée pour que les parents puissent voir la journée au lieu qu'ils aient à la répéter. Et les parents nous ont dit exactement la même chose. Quand je demande à mon enfant après le spectacle « et puis c'était comment ?», je ne m'en souviens plus. Donc on a vu qu'il y avait vraiment un enjeu là de dialogue en fait, que les questions habituelles ne fonctionnent pas
en fait, pour avoir un dialogue avec les enfants. Par contre, on a essayé de chercher qu'est-ce qui crée, en fait, un dialogue ou une interaction intéressante, une connexion entre parents et enfants. Et des deux côtés, ce qu'on a compris, en fait, c'est quand les deux parties, les parents et les enfants, sont pleinement impliqués dans ce qu'ils vont vivre. Et quand est-ce qu'on est pleinement impliqué dans ce qu'on vit? Généralement, c'est le jeu. Donc, chacun doit être présent à ce qui se passe, et les moments de confidence. Donc, vous allez voir, par rapport à l'expérience des parents, on a amené ces deux enseignements. Donc ça, c'est un peu les grands éléments qu'on a trouvés dans notre recherche. Je vais laisser la parole à Peggy qui va vous expliquer comment on a donné suite à ça. Voilà. Alors, merci Anne-Laure. Ça complète un peu la présentation de la recherche. Anne-Laure, si tu veux changer. Merci. Alors, donc, comme Anne-Laure vous l'a dit, ce qu'on vient de vous présenter, c'est une synthèse des enjeux. C'est une recherche qui a duré 7 mois. Et pour moi, ici, c'est vraiment important de faire un point pour vous dire que ce travail en profondeur, ce que ça nous a amené, nous, c'est un point fondamental, c'est que tout d'un coup, on s'est rendu compte que les profs, ce n'est pas une masse homogène. En fait, les profs, ce sont de vraies personnes. Ce sont Estelle, Lily-Rose, Benoît, Annie, Anissa, Isabelle, Louis, Nadia. En fait, toutes des personnes qui ont des personnalités différentes, des sensibilités différentes, qui œuvrent dans des contextes spécifiques, qui ont un rapport aux arts qui leur est très personnel et donc qui ont des besoins différents lorsque vient le temps d'accompagner leurs élèves à la sortie artistique. Et là, nous, on est rendu à la partie idéation, donc à commencer à designer des solutions. Et devant cette pluralité de profils, la question qu'on se pose, c'est mais pour qui on crée cet outil? D'un côté, il y a des profs qui sont super à l'aise, qui disent « Viens pas me dire quoi faire, c'est mon plaisir de créer mes activités ». De l'autre, on avait aussi des profs qui se sentaient, qui avaient besoin d'être outillés pour accompagner leurs élèves. Et c'est là qu'on a vraiment choisi, on a fait le choix de travailler pour les personnes qui en avaient le plus besoin, et donc pour ces gens qui se sentaient moins outillés. Et donc, on était prêts à se lancer, mais avant de le faire, on a senti le besoin de se fixer un cadre éthique parce que là, en fait, on allait mettre en présence des enfants et le numérique et ça nous préoccupait. On s'est demandé qu'est-ce qu'on veut faire, nous, avec cet outil. Alors, il y a 3 choses très fortes pour nous qui sont sorties, 3 dimensions. La première chose qu'on veut faire, c'est de créer de l'ouverture. De la même façon qu'on veut préserver la liberté de l'enfant quand il reçoit l'œuvre, bien, on veut que cette liberté-là reste tout au long de l'accompagnement. Deuxième chose qu'on veut, en fait, c'est de proposer une expérience active. Donc, je le répète, on met en présence des enfants et le numérique. Et donc, on veut s'assurer que l'enfant n'est pas passif dans cette expérience d'accompagnement. Et une dernière chose qu'on veut, c'est provoquer une rencontre, oui, avec l'œuvre, mais une rencontre avec soi-même, avec les autres et avec le monde. Il y a aussi 2 choses qu'on ne voulait pas et qu'on s'est nommées. C'est qu'on veut être loin, on ne voulait pas être loin des sens, donc rester ancré dans le corps physique et dans les émotions. Et aussi, on ne voulait pas être loin du plaisir. Donc, c'est important pour nous que l'enfant, il y ait du fun et que ce soit ludique. Et donc, ces 3 dimensions, notre solution devait se trouver au cœur, en fait, de ces 3 dimensions. Et donc, maintenant, on serait rendu au moment de vous présenter cet outil et je vais laisser le plaisir à Anne-Laure de vous introduire Sortir égale grandir. Donc, merci Peggy. Si tu pouvais juste changer, merci la slide. Je vais garder un peu de suspense avant de vous montrer tout de suite les résultats. En fait, une fois qu'on avait fait ces constats, en fait, qu'on a vu les éléments les plus importants du terrain, on a réuni beaucoup de personnes pour y réfléchir. Donc des artistes, bien entendu, des personnes qui travaillent pour des salles de spectacle, des médiateurs, mais aussi des designers, des créateurs de jeux vidéo, des psychologues, toutes sortes de personnes qui pouvaient nous amener des perspectives différentes pour y répondre.
Donc on a trouvé des premières solutions qu'on est allé prototyper, tester sur le terrain, voir si elles résonnaient avec les personnes pour qui on designait cet outil. Et quand on a senti le moment où on était prêt pour faire un prototype plus abouti, on a approché une équipe de designers UX, donc qui s'intéresse aussi à l'expérience utilisateur, qui était dirigée par Myriam Pikowski et Jean-François Poulain. Donc eux nous ont aidés à rendre plus réelle cette idée-là qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc je tiens bien à signaler que c'est encore au stade prototype. Et donc voilà. Donc la plateforme ressemble à ça. C'est un site internet. Un site internet, mais on a voulu, alors on s'est mis comme challenge, de créer une solution universelle. Alors pourquoi une solution universelle? Parce que, comme on vous a présenté précédemment, l'enseignant sort peu par année. Et donc, il faut qu'on arrive à l'aider à trouver des repères par rapport aux outils. Donc, l'idée, ce n'est pas de revoir à chaque fois, de recréer un outil. On essayait de créer un outil qui pouvait fonctionner pour toutes sortes de spectacles en art vivant. Donc, nous, on l'a testé avec 3 spectacles. Attention fragile, que je vais vous présenter ici, de Samsara Théâtre, L'Enfant Corbeau du Théâtre Bouche décousue, et également À travers mes yeux de la compagnie de danse Bouche de là. Donc, cette expérience universelle, l'enseignant a certains repères, mais en fait, certains contenus varient selon le spectacle qui est proposé. Donc, ce menu, cette page-là, en fait, est envoyée à l'enseignant avant la sortie. C'est envoyé par le diffuseur, donc comme avant, la salle de spectacle envoyait du matériel aux écoles qui allaient passer dans son lieu. Ben là, c'est la même chose, sauf qu'au lieu que ce soit un PDF attaché, c'est un lien. Et ce lien-là l'amène là. Et on propose 3 éléments au départ de cette expérience-là. Tout d'abord, que l'enseignant comprenne ce qui l'attend, ce qu'il va voir. Et aussi, on lui propose la possibilité d'envoyer de l'information aux parents. Et enfin, on lui propose un accompagnement clé en main parce que, comme vous a dit Peggy, on s'est intéressé aux enseignants. On a essayé de designer pour des enseignants qui avaient besoin d'être particulièrement outillés pour cette sortie-là. Donc, on va aller dans la portion où, en fait, on présente à l'enseignant ce qu'il attend avec ce spectacle. Donc, c'est une présentation qui peut paraître un peu traditionnelle. On a l'affiche, le titre du spectacle, la compagnie, pour quel âge c'est, quelle discipline, mais on met en avant la thématique. Parce qu'on vous a dit, en fait, que c'est le savoir avant tout que l'enseignant transmet. Donc, la thématique, mettons, de ce spectacle, c'est « Est-ce que le bonheur passe inévitablement par l'accumulation ?» Et on l'a formulé sous la forme d'une question pour avoir envie de donner à l'enseignant d'aller plus loin, puis peut-être qu'on n'a pas de réponse non plus toute faite à ça. Ensuite, dans cette présentation, en fait, on a développé différents exercices, en fait, pour permettre à la créatrice, au créateur, de transmettre à l'enseignant ce qu'il veut pour les élèves et ce qu'il ne veut pas. Alors, oui, les créateurs le savent la plupart du temps, mais là, on a essayé de voir comment on était capable de développer des outils pour vraiment parler le même langage que l'enseignant puisse tout de suite le comprendre. Donc, dans le cadre du spectacle Attention fragile, à la suite des exercices, Liliane est arrivée à 3 choses. Ce qu'elle voulait avec le spectacle, c'est créer un espace propice au rire, s'interroger sur les limites et la notion de choix, affirmer que chacun a son propre mode d'emploi. Et ce qu'elle ne voulait surtout pas, c'était apporter du désespoir et faire porter le poids aux enfants. Donc ça, c'est comme une main tendue pour l'enseignant. Il sait ce qu'il peut faire, il sait comment aussi diriger un peu les discussions avec ses élèves parce qu'il sait ce que le créateur veut pour ses élèves. Enfin, dans cette présentation, on essaye de lui donner une idée un peu de l'esthétique de ce spectacle. Donc, au travers de différentes photos et un petit texte qui vient en accompagnement. Donc, comme là, c'est un spectacle sans parole. Donc, tout de suite, l'enseignant le sait. C'est un spectacle également où il y a un espace scénique qui évolue tout au long de la pièce. Donc, ça l'aide à se projeter dans cette expérience-là. Et enfin, on lui dit des petites astuces pour enrichir son expérience avec ses élèves. Donc, dans cette section-là, c'est intéressant parce qu'on parle à l'enseignant qui va accompagner ses élèves, mais on lui parle aussi à lui en tant que spectateur. Donc, on lui dit il faut défaire les idées préconçues. Il n'y a pas besoin d'être un expert pour apprécier une œuvre. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise perception, interprétation.
On n'a pas obligatoirement quelque chose à comprendre. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas apprécié un spectacle une fois que ce sera toujours le cas. Donc ça, c'est des éléments qu'on a vus, en fait. Quand des personnes ne se sentent pas tout à fait compétentes par rapport aux arts, c'est souvent quelque chose qui remonte. Donc tout de suite, on vient casser ça. L'autre chose, on lui dit, ce qui est intéressant, c'est d'explorer toutes les nuances. Vivre une expérience artistique ne se limite pas à aimer ou pas aimer, mais c'est de voir toutes les nuances de ce qu'on peut ressentir qui peuvent être intéressantes. Et même l'ennui est quelque chose d'intéressant à explorer. Et enfin, on lui demande de faire une place aux émotions. Comme on a dit, c'est extrêmement important pour les enfants. L'expérience des arts vivants, c'est d'être en contact avec son monde émotif. Donc on lui dit que les enfants ont besoin d'exprimer leurs émotions et que les chutes pendant la représentation peuvent être plus dérangeants que les rires des enfants. Donc vous voyez, c'est comme des messages qu'on donne à l'enseignant pour l'aider à être un bon accompagnateur. C'est très simple en fait, mais ça peut faire une très grande différence dans l'accompagnement qu'il donnera à ses élèves. Une fois que l'enseignant donc connaît ce qu'il attend, on lui propose, comme je vous disais, la possibilité d'envoyer de l'information aux parents. Donc ça n'existait pas jusqu'à maintenant. Pour l'instant, c'était juste une autorisation. Donc il suffit qu'il envoie un courriel aux parents avec le lien concernant l'information pour les parents. Cette information est plus ou moins la même que celui qu'il va recevoir, la thématique, le résumé, quelques images pour pouvoir se projeter dans l'expérience. Mais ce qu'on rajoute pour le parent, on lui dit pourquoi les enfants font des sorties culturelles. Donc là, je ne vais pas vous lire toutes les raisons, et la plupart, vous savez pourquoi on fait des sorties culturelles, mais je vais peut-être juste vous lire une section. C'est que les sorties ne sont pas juste un extra, mais apportent une occasion unique de réflexion personnelle et collective qui sera significative pour les élèves dans leur parcours scolaire. Donc on termine cette série de pourquoi par ça. Ensuite, l'autre chose qu'on amène aux parents, c'est qu'on lui propose différentes activités pour prolonger son expérience à la maison avec son enfant. Donc, comme je vous disais, les questions habituelles ne fonctionnent pas. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait proposer de très simple, très facile à faire avec son enfant, qui pourrait prendre la forme d'un petit jeu ou de moments de confidence. Donc, je vais vous en partager une des trois. Confidence pour faire de beaux rêves. Donc, on donne des petites consignes aux parents pour échanger avec son enfant. Avant d'éteindre les lumières, partage-moi une chose du spectacle que tu aimerais amener dans tes rêves. À mon tour, je te partage une image ou une chose positive que j'ai vécue aujourd'hui et que je veux aussi amener dans mes rêves. Donc, toutes nos activités sont toujours basées là-dessus. L'enfant partage quelque chose, mais le parent partage quelque chose. Donc ça, c'est pour la portion des parents. L'autre section qu'on a développée, c'est l'accompagnement clé en main. Donc c'est vraiment quand le professeur va commencer à faire son accompagnement avec sa classe. Il y a une chose importante que je ne vous ai pas dit au début de la présentation, vous l'avez vu, mais il y a des marqueurs de temps à chaque fois. Donc on a 5 minutes, 10 à 75 minutes. Ça, clairement, on a vu que la dimension temps est essentielle pour l'enseignant. Il a besoin de savoir le temps qu'il va devoir consacrer à cette activité. Donc vous allez voir, c'est très présent. À chaque fois, on rappelle le temps que ça prend. Et pour l'accompagnement clé en main, pourquoi c'est de 10 à 75 minutes? Parce qu'on offre le choix à l'enseignant de faire les activités qu'il voudra dans l'accompagnement. Cet accompagnement, en fait, commence par une question. Une question importante, et là, on revient sur l'intention que j'avais essayé de vous transmettre au début. C'est qu'on lui demande de choisir son intention avant de commencer. En fait, on propose 3 accompagnements clés en main en fonction d'une intention. L'accompagnement va varier en fonction de cette intention-là. On propose 3 intentions. Se connaître les uns les autres, explorer sa créativité et développer son estime personnelle. Alors, comment on a fait pour arriver à ces intentions-là? En fait, on est vraiment allé aux besoins fondamentaux d'un élève dans un groupe, dans une classe, et un enseignant dans cette interaction d'un enfant dans une classe. Et on a rajouté créativité parce que c'est un champ clairement lié au secteur des arts. Il s'avère que ces 3 intentions-là correspondent à certaines compétences transversales que les enseignants doivent développer avec leurs élèves tout au long du primaire. Alors, c'est quoi des compétences transversales? C'est des compétences qui traversent l'ensemble de l'enseignement. Et il y en a 3 qui correspondent donc à ces intentions-là, qui sont coopérer, mettre en œuvre sa pensée créatrice et structurer son identité. Donc les profs à qui on a
avec qui on a fait des tests ont été très charmés en fait par cette proposition-là d'accompagnement par rapport à une intention. Donc une fois qu'il a choisi, il se retrouve devant sa classe à faire son accompagnement. Donc voici ce que les élèves voient avec leur enseignant, le spectacle « Attention fragile ». Alors, comme les outils d'accompagnement avant, il y a une section avant le spectacle et après le spectacle et différentes activités qui sont proposées. L'enseignant peut à tout moment choisir ou non de faire une activité. Donc là, je vais vous présenter sur l'avant-spectacle. Donc tout d'abord, on propose une activité qui est assez simple, qui est de partir de l'affiche, de voir qu'est-ce qu'on voit comme petit indice, qu'est-ce que ça nous donne comme clé par rapport à ce qui nous attend. Donc là, on donne des informations, les enfants peuvent voir l'affiche et interagissent là-dessus. Un élément important qu'on est venu amener également, c'est... je crois qu'il y a un petit problème pour passer d'une slide à l'autre. Voilà. C'est les interprètes qui vont présenter leurs personnages. Alors, cette idée nous est venue d'un enfant en classe un jour qui nous a dit « ils ne se sont même pas présentés ». Alors pour nous, ça a été vraiment un élément très important, une clé. On s'est dit « ah, il faut que les interprètes se présentent. Et il faut que les interprètes présentent leurs personnages ». Donc, on a fait des petites capsules vidéo, très simples, de 30 secondes à 1 minute. Dans un format, en fait, où c'est le comédien, le danseur, la danseuse, qui se filme avec son téléphone et qui partage avec les élèves quel personnage il va jouer, mais surtout, il va communiquer, comment il se sent avant d'aller sur scène. Est-ce qu'il a des trucs pour ne pas avoir le trac? Qu'est-ce qu'il fait quand il voit le public pour la première fois? Et en fait, ce qu'on a voulu faire à travers ces vidéos, c'est créer de l'empathie. Réduire la distance, même si on était en numérique, entre ceux qui allaient donner le spectacle, cette rencontre qui allait devenir vivante quelques temps après, et l'élève. Alors, ça explique le format très simple, en fait, d'une vidéo téléphone. C'est un langage de l'enfant. L'enfant aurait pu faire cette vidéo lui-même. Ce n'est pas une vidéo très aboutie, très léchée, etc., qui crée une distance. Les questions qu'on pose, ça ouvre à de l'empathie. Et en fait, ce qu'on voulait au travers de ça, c'était créer de l'attention. Parce que quand il y a empathie, il y a attention. Donc, c'était une manière pour nous de faire passer les consignes, finalement, mais complètement d'une autre manière. Un autre élément important, donc pour rééquilibrer cette portion de consignes, ça a été de développer des droits du spectateur. Donc, cette section-là commence par un petit quiz. Donc, on pose des questions aux élèves. Est-ce que je dois obligatoirement comprendre quelque chose au spectacle? Donc, il y a des interactions avec les élèves. Ils essayent de répondre. On propose une réponse. Il y a plusieurs questions. Et à l'issue, ils vont découvrir leurs droits. Alors, j'en profite pour souligner le travail de la graphiste et illustratrice qui nous a accompagnés dans le projet, Perrine Vin. Vous voyez tout au long ces petites illustrations. Donc, ces droits-là ont été rédigés par des artistes, par des médiateurs et par des personnes dans les salles de spectacle, les responsables, les diffuseurs. Donc, j'ai le droit d'écouter sans être dérangé. J'ai le droit d'être dans la lune ou de me concentrer sur une chose en particulier, de ne pas comprendre parfois et il n'y a rien à comprendre. J'ai le droit d'imaginer ce que je veux, de vivre toutes sortes d'émotions, de m'ennuyer, d'avoir envie de bouger, de rire, de ne pas rire, d'applaudir très fort ou pas. Et j'ai aussi le droit de créer mes propres spectacles. Donc, comme vous voyez, ces droits, ça vient comme un peu équilibrer les consignes. Mais ce qu'on a vu, ce qui est intéressant dans nos tests, il y a une enseignante qui nous a dit « Ah, c'est super intéressant parce que c'est comme si les consignes passent mieux. Elles sont mieux communiquées par l'empathie, par les droits. » Enfin, la préparation du spectacle. Donc, l'avant-spectacle, on propose, comme les anciens cahiers d'accompagnement, en fait, 3 activités que l'enseignant pourrait faire, avec des marqueurs temps, comme je vous disais, selon le temps qu'il peut y consacrer. Ces activités varient selon l'intention que le prof se sera donnée au début du parcours. Et on s'est mis un cadre, par contre, très, très strict pour créer ces activités. On s'est dit, ces activités, d'une, elles doivent répondre à l'intention,
Elles ne doivent respecter le temps, bien sûr, qu'on s'est donné, ne pas entraîner un changement de configuration de classe, pas demander un matériel spécial, ne pas utiliser un vocabulaire qui serait trop complexe pour l'enseignant qui n'est pas un spécialiste des arts. Et on veut aussi qu'il y ait une dimension physique qui soit abordée au travers de ces activités. Donc, mettons la première activité, point de vue, cherche à assister. Donc, c'est assister à un spectacle, c'est s'ouvrir à d'autres perspectives. Et si tu essayais tout de suite? Donc, le prof peut directement enclencher cette activité avec ses élèves. Je vous la présente brièvement. Donc, c'est prends la place d'une autre personne dans la classe. Observe. Qu'est-ce que tu vois de nouveau? Qu'est-ce que tu vois plus? Qu'est-ce que tu ne vois plus? Comment te sens-tu? Y a-t-il quelque chose qui te plaît ou te dérange? Échange avec tes camarades sur ce que ça fait de changer de point de vue. Donc, c'est une première introduction très simple. On va aller dans une expérience où on change de point de vue. Donc voilà. Donc, vous voyez à peu près le type d'activité qu'on propose avant. Je vais laisser la suite à Peggy pour vous présenter donc l'après-spectacle. Donc, je vous présente rapidement la portion après-spectacle. Donc, au retour, le prof peut choisir donc d'aller plus loin. Nous, on propose avec la plateforme des activités pour enrichir la sortie. Donc, première activité qu'on propose, c'est la roulette à questions. En fait, on a imaginé des questions qui peuvent susciter soit une réflexion personnelle ou une réflexion collective qui pourrait mener à une discussion de groupe en classe. Donc, ce sont des questions ouvertes, donc qui ne peuvent pas se répondre par oui ou par non, et surtout des questions auxquelles il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Par exemple, ici, avec l'intention de se connaître les uns les autres, on a la question « Si tu devais choisir, aimerais-tu être dans la salle, sur scène ou dans l'arrière-scène? » Donc, ça amène l'enfant à se questionner sur lui, sa personnalité et après aussi à découvrir ses collègues, ses amis d'une autre façon. C'est la première activité qu'on propose. Ensuite, en écho à l'avant-spectacle où les enfants découvraient les interprètes, on a voulu laisser une place aux gens de l'arrière-scène ici, avec une activité qui s'inspire un peu des making-of. Et bon, comme les making-of, on sait que d'habitude, on regarde ça après le film. Nous aussi, on a décidé de le mettre dans l'après-spectacle. Donc ici, on laisse la place aux techniciens, aux concepteurs. Ils doivent répondre à des questions qui leur permettent de nous introduire leur métier. Donc, par exemple, la régisseuse du spectacle Attention fragile, Gabrielle, ici, doit répondre à la question « Qu'est-ce qui se passerait si je n'étais pas là? » Alors, ça donne aussi aux enfants l'occasion de se poser eux-mêmes ces questions-là avant de cliquer pour avoir la réponse. Pour chaque spectacle, il y a toujours des questions qui reviennent. On le sait, quand on fait des bords de scène après les spectacles, il y a de la traditionnelle question « Combien de temps ça vous a pris pour créer le spectacle ?» à des questions plus spécifiques qui touchent parfois des questions techniques ou des effets spéciaux. Donc ici, par exemple, on a la question « Est-ce que c'est un vrai feu dans l'imprimante? » Donc, vous aurez deviné que ces questions sont faites par l'équipe du spectacle et sont sur mesure pour chaque spectacle dans la plateforme. Et si les enfants ont toujours 1000 questions et s'ils veulent aller plus loin, nous, avec la plateforme, on leur donne la possibilité d'écrire aux artistes, de leur poser des questions. Ça s'en va directement à la compagnie qui a produit le spectacle, qui peut ensuite répondre, elle aussi, directement aux enfants. Donc, ça permet d'engager un dialogue direct entre les créateurs et les enfants. On trouvait ça, c'était vraiment un plus. Voilà. Et pour terminer, de la même façon qu'on l'a fait avant le spectacle, il y a toujours les activités si le prof va aller plus loin, qui sont aussi avec des indicateurs de temps. Ça complète la présentation de l'outil et je vais laisser Anne-Laure conclure sur l'outil Sortir égale grandir.
on l'a présenté à plusieurs enseignants. Et en fait, on ne l'a pas présenté uniquement aux enseignants qui en avaient, selon nous, le plus besoin, qui se sentaient peu outillés pour accompagner, mais on l'a présenté à différents profils d'enseignants. Et en fait, à notre grande surprise, en fait, peu importe le profil, l'outil a énormément plu. Même les enseignants qui disaient « dis-moi pas quoi faire, je sais comment faire, c'est mon plaisir ». Tout d'un coup, on leur ouvrait d'autres façons de voir, d'autres façons de faire. Et donc, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que quand on design pour des personnes un peu plus dans l'extrême, on se rend compte qu'on crée un confort pour plein d'autres personnes. L'autre élément qui nous a énormément réjouis, en fait, c'est qu'on sait à quel point les compagnies artistiques sont attachées à leur identité, leur visuel, etc., comment ils se présentent. Et en fait, quand Liliane de Samsara Théâtre, donc le spectacle Attention fragile qu'on vous a présenté, nous a dit « J'ai cru que c'était développé sur mesure pour mon spectacle », pour nous, c'était une grande victoire. Parce qu'en fait, je pense qu'on a trouvé une forme d'équilibre entre un outil universel, donc qui va être tout le temps le même d'un spectacle à l'autre, mais en fait, le visuel quand même de la compagnie, les vidéos, etc., font en sorte que la compagnie et son identité est très présente tout au long du parcours. L'autre réjouissance, c'est qu'on l'a testé avec des enfants. Puis là, c'est Johan. Et Johan, depuis qu'il a découvert Attention fragile, avec Sortir égale grandir, n'attend qu'une chose, c'est d'aller voir Attention, c'est fragile. Alors, pour conclure, pour ma part, en fait, je voulais vous dire, donc toute cette étude a été documentée dans un livre blanc. Donc aujourd'hui, on vous a présenté un condensé. Ce livre blanc, on va vous mettre le lien dans la conversation, c'est un PDF, mais aussi vous pourriez avoir une version imprimée qu'on vend à prix coûtant, en fait, qui reprend tout ce qu'on a appris sur le terrain et comment on a réussi à y répondre. Mais aussi, on vous invite vous-même à explorer, peut-être qu'il pourrait y avoir d'autres réponses, puis on espère que ça va vous inspirer pour d'autres projets. Moi, ce que j'aimerais juste vous transmettre, peut-être plus sur ma casquette d'innovation, en fait, j'accompagnais ces organismes qui se sont très investis dans ce projet et l'objectif de ce projet-là, c'était de leur transmettre des techniques d'innovation. Donc, ça a été très présent tout au long du parcours. Et un élément fondamental, je pense, qui est apparu, c'est chez chacun, c'est que généralement, quand on parle d'innovation, on pense qu'il faut aller vite, en fait. Il faut répondre rapidement. Je pense que parfois, c'est se tromper. Des fois, ça fonctionne effectivement d'aller vite, mais c'est très important de bien comprendre les besoins avant de vouloir innover. Parce que quand on comprend bien ce qui se passe sur le terrain, c'est là où on a toute l'inspiration. Tout est là, en fait. Et on est capable de répondre adéquatement aux besoins. Donc, je vais laisser le mot de la fin à Peggy. Merci à tous d'avoir été là. Donc, avant de passer à la période de questions, moi, j'ai le plaisir de vous annoncer que grâce au Conseil des arts du Canada, nous allons pouvoir faire un pilote de Sortir égale grandir pendant la saison 21-22, donc la saison prochaine. En fait, ça va nous permettre, pour l'instant, on a fait des tests avec des profs, de façon virtuelle. Là, on va vraiment amener le prototype dans les classes pour le tester en situation réelle de sortie. Donc, il va y avoir plusieurs programmations pour différents spectacles qui vont être testés dans des classes partout au Québec. Aussi, ce qu'on va faire, on a déjà présenté l'outil à plusieurs personnes, dont des diffuseurs qui ont vu des avantages potentiels pour eux. Donc, on va essayer de voir l'année prochaine aussi quels sont les éléments de valeur ajoutés pour le diffuseur. Donc, finalement, je voudrais dire merci, en fait, aux 89 personnes qui ont contribué à la recherche, au projet Sortir égale grandir. Certains ont eu la générosité de nous ouvrir leurs espaces, leurs classes. D'autres ont contribué par leur expertise. D'autres nous ont amené leur créativité. Donc, c'est vraiment grâce à vous que ce projet est aussi riche. Célia, est-ce que tu nous entends? Oui, bonjour à tous, je vous entends. Bravo. Donc, merci. Célia, nous, on est prêts à prendre vos questions. Donc, Célia, est-ce que tu aurais déjà des questions?
Alors, pour l'instant, je n'ai pas encore de questions. J'ai beaucoup de réactions. Tout le monde a l'air de se réjouir que le projet se poursuive. Donc, nous aussi, on est évidemment super contents. J'ai des commentaires. Je voulais en profiter pour dire aussi bravo à Delphine là, qui est sortie du cadre, et puis aussi à Radé et Mathilde qui sont derrière la caméra et puis qui ont vraiment assuré tout le côté technique de la rencontre. Voilà, je vois des petits cœurs, des petites mains qui applaudissent dans les réactions. Alors, j'ai des premières questions qui arrivent. J'ai une question de Véronique qui demande: est-ce possible de rappeler l'échantillon de votre analyse, le nombre de participants et de professeurs? Donc, je pense pour l'étude et les tests. Donc c'est intéressant comme question. C'est sûr que nous, on n'est pas, le design thinking, c'est pas une approche scientifique en fait, où c'est un grand échantillon qu'on va regarder. En fait, c'est vraiment une approche extrêmement qualitative, c'est-à-dire qu'on va aller observer en profondeur des cas et c'est là-dessus qu'on s'appuie. Et en fait, la recherche terrain, design thinking, c'est plus, comme je vous disais, un lieu d'inspiration. Donc, c'est là-dessus qu'on regarde, c'est comment s'inspirer pour aborder différemment. Donc, si vous voulez vraiment des chiffres, je ne sais pas, je pense qu'on a rencontré, on a fait 9 sorties, 9 profs, c'est ça. Mais c'est comme une accumulation de différentes choses qu'on est venu apprendre au fur et à mesure qu'on a amené dans cette étude. Merci. J'ai une question. La question est posée de la façon suivante: comment faire comme compagnie ou artiste pour avoir accès au site? Puis je pense que peut-être on se demande aussi comment justement la compagnie entre toutes les informations liées à ces spectacles. Ouais. Peut-être tu réponds sur la partie. Je vais répondre. En fait, c'est aussi, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est un élément aussi qui va faire partie de notre recherche de la saison prochaine. On va créer un CMS, en fait, une plateforme qui est comme derrière le site, dans le fond, où chaque compagnie va pouvoir entrer son contenu. Donc, effectivement, il y a des gens qui vont participer à ce design-là. C'est une plateforme qu'on va vouloir très intuitive et très facile d'utilisation, justement. Notre objectif, nous, c'est que tout le monde puisse accéder à la plateforme. Donc, ça va faire partie des travaux de la saison prochaine. Et dans la continuité de cette question, il y a plusieurs questions qui portent sur l'après. Là, qu'est-ce qui va se passer à partir de maintenant? Donc, à quand l'accès à la plateforme pour expérimenter? À partir de quand les compagnies comme les diffuseurs pourront avoir accès à la plateforme? Oui, bien ça, en fait, l'année prochaine, on va faire un prototype à partir de 10 propositions artistiques de toutes les disciplines, donc théâtre, danse, musique et cirque. Donc, on va choisir 10 spectacles. On ne sait pas trop, ils ne sont pas choisis encore, les spectacles, mais il faut que ce soit des spectacles donc, qui vont jouer au cours de la saison prochaine pour qu'ils puissent être testés donc, par le plus d'élèves possible de contextes différents. Donc, ça, c'est pour l'année prochaine. Ça va être mis en place. On travaille avec une agence 404, qui va travailler avec nous pour l'élaboration de cette plateforme-là. Ensuite, c'est sûr que pour nous, il y a un modèle d'affaires à développer pour pouvoir pérenniser le projet et le lancer à grande échelle. Donc, pour l'instant, c'est sûr que Théâtre Bouche décousue ne pourra pas être le seul, avec même les partenaires, ne pourra probablement être pas les seuls porteurs de ce projet-là, mais c'est quelque chose qu'on travaille actuellement, là, voir quel modèle d'affaires on peut mettre en place pour permettre un accès universel à cet outil, et c'est évidemment ça qu'on veut. Ça rejoint, je pense, un petit peu la question qui était: comment envisagez-vous l'utilisation de l'outil par le milieu, donc le milieu du théâtre jeune public? Est-ce que vous voulez préciser un petit peu? Bien, nous, notre objectif, c'est ce qu'on veut, c'est une adhésion. Là, c'est encore un prototype, hein, ce n'est pas l'outil final. Mais ce qu'on veut, ce qu'on souhaite, c'est une adhésion de tout le milieu. Ce n'est pas quelque chose qu'on veut garder pour nous. Mais c'est ça que je dis, donc, et je répète, c'est que l'année prochaine, on va voir à mettre en place, parce que ça prend du financement, là, on va se le dire carrément, pour pouvoir pérenniser cet objet-là. Donc, il faut voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour assurer que quelqu'un porte cet objet-là et de façon pérenne, en gardant l'essence du projet. Donc,
c'est dans nos questions, là, en ce moment. Puis comme disait Peggy, peut-être pour la portion en fait CMS qui est cachée derrière, c'est sûr que nous, on veut vraiment pousser plus loin la recherche pour voir comment ça sera le plus facile possible en fait, qu'il n'y ait pas trop d'intermédiaires et que la compagnie puisse très très facilement rentrer son contenu tout en gardant le même cadre pour tous. Il y a une autre question concernant le modèle d'affaires. Est-ce que tout cela serait en lien avec Culture à l'école? On ne peut pas trop vous dire. Je ne peux pas répondre. On espère que des gens vont s'intéresser au projet pour pouvoir le déployer, c'est sûr, mais pour nous, on n'en est pas encore là. Puis même, je dirais, c'est une invitation un peu aujourd'hui aussi à venir nous rencontrer, surtout l'équipe des Bouches décousues pour voir comment on peut aller plus loin. C'était un peu l'idée de le présenter encore non fini aujourd'hui pour avoir un maximum de personnes qui rentrent avec nous dans cette aventure. Ensuite, on avait des questions un peu sur l'adhésion aussi du milieu de la culture et puis aussi de l'enseignement. Pouvons-nous faire la promotion de l'outil dans nos CSS? Et pourriez-vous rendre disponible votre présentation dans les écoles? Plusieurs collègues aimeraient écouter, mais ne pouvaient pas y être. Donc ça va être effectivement fait. On a fait une captation même avant, donc nos petits problèmes techniques ne seront même pas là. Donc évidemment, vous pourrez transmettre c'est vraiment fait pour être propagé. Comme on vous a dit, il y a un livre blanc aussi qui est qui est pas lourd à lire. Vous allez voir, c'est très, très facilement présenté, etc. Donc on vous invite vraiment à propager ça. Puis l'idée aussi, c'était vraiment de propager ce qu'on a compris en fait. C'est ça. Pour qu'un maximum de personnes en bénéficient. Puis nous, on a les coordonnées donc, des gens qui sont présents aujourd'hui. Donc, on va pouvoir vous transmettre le livre blanc. Aussi, sur le site du Théâtre Bouches décousues, il y a une page pour le projet Sortir égale grandir avec plein de contenu. Donc, là aussi, on rendra disponible la vidéo de la captation qu'on a fait plus tôt cet avant-midi, que vous pourrez partager avec tout votre milieu. C'est sûr, nous, on est bien contents que les milieux scolaires soient là aujourd'hui. C'est vraiment pour nous de faire ces ponts-là. C'est vraiment très important, c'est ça qu'on veut. J'ai une autre question qui est, est-ce qu'une version pour les enseignants du secondaire est envisageable? C'est une question vraiment intéressante parce que même au primaire, on se pose la question. En fait, c'est là où on veut faire un pilote puis le confronter à la réalité. Parce que comme je vous ai dit, nous, on a regardé surtout deuxième et troisième cycle. Puis troisième cycle, je dirais plutôt cinquième année. Mais on se dit, est-ce qu'il va falloir qu'on fasse des adaptations pour les plus petits, même pour les maternelles? Et secondaire, c'est sûr qu'on rentre complètement dans un autre univers. Ça, c'est encore à voir parce que c'est quand même très, très, très différent du primaire. Donc, si un jour l'outil est un vrai succès pour le primaire, je pense que l'exploration secondaire pourra être intéressante, effectivement. Il y a quelqu'un qui demande s'il serait possible d'être informé des spectacles choisis lorsque ces choix auront été faits. Et est-il question d'inclure les diffuseurs dans les tests de 2020-2021? Bien sûr. C'est sûr que nous, à partir du moment où on crée notre accompagnement de spectacle avec Sortir égale grandir, on ne va pas créer de cahier d'accompagnement papier. Donc, ça va être ça la solution qui va être choisie. Et de la même façon que ça se passait avant, c'est le diffuseur qui va permettre l'accès à la plateforme aux écoles. Donc, le lien reste le même. Ça part du producteur qui va envoyer le lien URL au diffuseur, puis c'est le diffuseur qui va pouvoir transmettre. Après, au niveau de la mécanique, ça va être la première fois qu'on va le mettre en place. C'est sûr qu'il va y avoir des choses ajustées, mais le diffuseur fait vraiment partie de l'équation pour nous dans ce projet. Oui, puis je dirais peut-être sur la deuxième portion de recherche, comme vous l'a dit Peggy, nous on veut vraiment l'inclure, on veut aller un petit peu plus loin de ce côté-là, parce qu'on a vraiment vu que chez les diffuseurs, ça pouvait faire une grande différence en fait. Peut-être des informations logistiques pourraient être transmises aussi à l'enseignant. En tout cas, on essaye de voir comment arrimer tout ça. C'est sûr qu'une plateforme aussi numérique permet l'accès à des données. Donc, c'est sûr que c'est hyper intéressant pour les diffuseurs d'avoir ça. Mettons, quand des écoles vont écrire aux artistes, etc., ça donne toutes sortes de signes, toutes sortes d'informations intéressantes pour le diffuseur. Donc, on veut aussi lui partager ça. Donc, c'est l'autre exploration qu'on va faire
dans les prochains mois. Pour rester sur les diffuseurs, il y a quelqu'un qui demande comment pensez-vous adapter la plateforme à la saison X d'un diffuseur? Donc peut-être que ça demande une petite précision sur la structuration de la plateforme. Oui, bien en fait, c'est pas la plateforme qui s'adapte aux saisons X des diffuseurs, c'est les producteurs qui choisiront de sortir égale grandir comme outil d'accompagnement pour leur spectacle. Donc, à partir du moment où Théâtre Bouche décousue dit, moi, pour mon spectacle L'Enfant Corbeau, c'est sortir égale grandir que j'utilise, bien après, c'est le lien qui va s'envoyer directement au diffuseur. Après, si la compagnie, nous, je veux dire, c'est une adhésion volontaire, là. Si les gens veulent pas la plateforme, ben là, on pourra pas les contraindre. En même temps, je pense que ça va venir un peu de notre exploration, parce qu'on a vu que les diffuseurs ont envie de ça. En fait, ils disent « Ah, mais si je faisais toute ma programmation avec cet outil, qu'est-ce que ça donnerait ?» Donc, c'est sûr qu'on va explorer ça. Puis peut-être que la plateforme pourrait changer en fonction de cette donnée-là. Donc, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Peggy, ça pourrait aussi apparaître. Mais c'est sûr qu'on le fera toujours en accord avec la volonté aussi des créateurs. Donc, ça va être un dialogue à avoir, en fait, là-dessus. Il y avait une question d'une version anglaise de Sortir égale grandir. Oui, ça va se faire. Peut-être pas pour le prototypage, mais c'est dans le cahier des charges, c'est que c'est une version bilingue. Je vous partage sur la question du secondaire qu'on a évoqué tout à l'heure. C'est Dominique qui dit dans le chat que il y a peu de choses pour le secondaire et qui fait une réflexion intéressante qui pense aux classes d'accueil au secondaire, que c'est une porte d'entrée simple car leur façon de fonctionner est proche du primaire, le contenu. D'ailleurs, dans nos classes d'accueil, en fait, quand on a fait de l'observation en classe d'accueil, c'est sûr qu'on a vu plein d'options, si possible, qui pourraient être très intéressantes à développer. Je vous prends l'exemple des parents, en fait, des communications avec les parents. C'est sûr qu'à Montréal, il y a plein de parents qui ne parlent pas encore français ou plus anglais à la maison. Donc tout de suite, c'est sûr que nous, on se dit comment être le plus accessible aussi pour ces parents-là. Donc on regarde, est-ce qu'il y aurait des options de traduire le contenu automatiquement, etc. Donc c'est sûr que c'est des choses qu'on explore encore aussi. Je vous partage en attendant, s'il y a d'autres questions, je vous partage des commentaires qu'on a dans le chat. On a des bravos, tellement bien fait, clair et très intéressant. Je vais suivre la suite de tout ça de près. Donc effectivement, si vous nous avez laissé votre adresse courriel et que vous avez accepté de recevoir des informations sur le projet, on pourra vous envoyer le livre blanc, le lien, comme l'a dit Peggy tout à l'heure, et puis surtout vous informer de la suite. Peut-être moi, j'aimerais juste rajouter un élément important parce qu'en fait, on ne se rend pas compte souvent quand il y a une présentation, on voit la série des logos, etc., des gens qui ont été partenaires, mais là, ça a été plus que juste un logo. Ils ont été hyper impliqués tout au long du processus. Il y a eu plein de rencontres de réflexion, etc. Que le lab culturel de Culture pour tous a été un appui très important tout au long du processus. On sent que le Conseil des arts du Canada est aussi vraiment derrière ce projet-là. Donc ça, c'est vraiment un point, je trouve, important sur lequel je voulais qu'on insiste. Et que ce projet-là, ce n'est pas les Bouches décousues, c'est en fait plein de gens qui ont contribué, comme on a montré à la fin. D'ailleurs, j'ai vu que Marianne de Culture pour tous était là, il y a Hélène de Bouche de là, il y a Jean-François de l'Arrière-Scène, Louise André de la salle Pauline Julien, Philomène qui est comédienne sur Attention fragile dont on a vu le visage tout à l'heure. Tous ces gens-là ont contribué vraiment aux différentes étapes du projet. Vous avez vu le nuage de noms tout à l'heure, ça implique vraiment beaucoup de personnes. Anne Nadeau aussi est présente, dont les travaux ont été vraiment fondateurs pour toute l'étude. On nous demande où faut-il s'inscrire pour recevoir le lien de l'étude. Si vous étiez inscrit à l'événement et que vous avez reçu une petite confirmation par courriel, alors on a votre adresse et on pourra vous l'envoyer. Sinon, vous pouvez très bien écrire aux Bouches décousues. Je vais vous laisser l'adresse dans le chat. Oui, en fait, si tu n'as pas d'autres questions, Célia, en fait, moi, je vous invite justement à communiquer avec nous. Si vous avez des idées, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous directement. Sinon, toute l'information va être sur le site Internet. On va aussi vous renvoyer le lien pour le livre blanc et pour pouvoir partager la captation. En fait, on conclut
Oui. On conclut, donc voilà. Merci beaucoup d'avoir été là. On d'avoir- aimerait peut-être vous montrer le setup, c'est juste intéressant parce qu'on est vraiment loin d'être à deux dans cet endroit-là. On est dans le studio des Bouches décousues et comme vous voyez, on s'est un peu cassé la tête pour essayer de rendre une présentation vivante. Alors, il y a plusieurs personnes qui nous entourent, plein de lumière et voilà. Donc, merci à vous. Merci d'avoir été là. Bon vendredi. À bientôt.